Elle a découvert la trahison de son mari et a acheté le siège juste à côté du couple dans l'avion. Pendant 20 ans, Lucie a cru que son mariage était une forteresse de granit, solide et impénétrable. Elle était loin de se douter que son mari, le célèbre architecte Julien, était déjà en train de dessiner les plans de sa démolition. Il avait planifié un voyage romantique secret, une escapade pour deux à Lisbonne, avec la femme qui était censée n'être qu'une collègue de travail. Ce que Julien n'imaginait pas, c'est qu'un unique relevé de carte bancaire, oublié sur le comptoir de la cuisine, serait l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres, et que sa femme, la femme qu'il jugeait si prévisible, prendrait la décision la plus impulsive de sa vie, acheter le siège exactement à côté d'eux dans l'avion. Ceci n'est pas une histoire sur la fin d'un amour, c'est l'histoire d'une femme qui a décidé de réécrire sa propre fin. Et la première scène de cette nouvelle histoire a commencé par une froide et pluvieuse nuit de mardi, avec le bruit incessant de la pluie contre la vitre et le clic d'une souris qui allait tout changer. La pluie martelait la vitre du bureau, un rythme constant qui d'habitude l'apaisait. Lucie était plongée dans sa tâche mensuelle, organiser les finances du ménage. C'était une routine qu'elle exécutait avec la précision d'une historienne cataloguant des artefacts, chaque facture, chaque reçu, une pièce dans la mosaïque de leur vie commune. Elle ouvrit le relevé de carte de Julien, s'attendant à y voir les dépenses habituelles. Déjeuner d'affaires, abonnement à la salle de sport, peut-être un livre. Et puis, elle l'a vu. Une ligne qui n'appartenait pas à cette mosaïque, une tache sur le tableau. Hôtel Palacio de Belmonte, acompte de réservation. Son cœur a raté un battement. Lisbonne? Non, Julien avait été clair. C'est une conférence importante à Venise, ma chérie. J'y vais seul. Ce sera épuisant et purement professionnel. Ses doigts, soudain tremblants, tapèrent le nom de l'hôtel dans le moteur de recherche. Les images qui apparurent à l'écran n'étaient pas celles d'un centre de congrès d'entreprise sans âme. C'étaient des suites avec des lits à baldaquin en soie, des balcons privés avec vue sur le Tage et des tables dressées pour des dîners romantiques aux chandelles. Un repère d'amoureux, pas un lieu pour un architecte en voyage d'affaires solitaire. Chaque photographie était un coup de marteau brisant les fondations de la confiance qu'elle avait mis 20 ans à construire. L'air dans ses poumons sembla se figer. Elle regarda le cadre photo sur le bureau, le visage souriant de l'homme avec qui elle partageait sa vie et qui soudain était devenu un parfait inconnu. À cet instant, Lucie sentit, avec une certitude écrasante, que le mensonge sur la destination du voyage n'était que la partie émergée de l'iceberg. Mais la vérité qu'elle était sur le point de découvrir était bien plus grande qu'une simple erreur de destination. Pour comprendre la profondeur de cette trahison, il fallait comprendre la femme qui la découvrait. Lucie, à 48 ans, n'était pas seulement une épouse, c'était une historienne. Elle enseignait l'histoire de l'art à des adolescents qui passaient plus de temps à regarder leur téléphone que les projections du Caravage. Mais elle persistait avec une foi silencieuse dans la beauté et l'importance du passé. Sa grande passion, cependant, la recherche pour son doctorat sur la diaspora portugaise, avait été soigneusement rangée dans un tiroir de son bureau, comme un héritage de famille trop fragile pour être manipulé. Elle l'avait échangé de bon gré au début contre la promesse d'un avenir brillant aux côtés d'un jeune et ambitieux architecte nommé Julien. Un avenir qu'elle avait aidé à construire avec le même soin et la même méthode qu'elle aurait utilisée pour restaurer une fresque ancienne. Tandis que Julien érigeait ses gratte-ciels de verre et d'acier qui redessinaient l'horizon de Lyon, Lucie devenait l'architecte invisible de leur vie. C'était elle qui organisait les dîners impeccables qui enchantaient clients et partenaires. C'était elle qui se souvenait du nom et des allergies alimentaires de chaque invité important. C'était elle qui transformait la maison froide et minimaliste qu'il avait conçue en un foyer qui respirait la culture et la chaleur. Elle était devenue la conservatrice du musée personnel de Julien et peu à peu, sans qu'aucun des deux ne s'en aperçoive, elle était elle-même devenue l'une des pièces exposées. L'épouse intelligente, cultivée, mais prévisible.
la fondation solide sur laquelle il pouvait construire ses rêves sans craindre les fissures. Lucie se souvenait vivement des longues soirées dans le petit appartement qu'il partageait au début, quand il s'asseyait par terre, sincèrement fasciné, l'écoutant parler de l'Empire romain ou de l'art de la Renaissance. Il disait que son esprit était l'endroit le plus intéressant qu'il ait jamais visité. Maintenant, quand elle essayait de partager une trouvaille historique de ses lectures, il souriait avec une condescendance qui la blessait plus que n'importe quel cri. « C'est intéressant, ma chérie », disait-il, les yeux déjà vitreux, fixés sur l'écran de son téléphone, l'esprit à des kilomètres de là. L'homme dont elle était tombée amoureuse voyait en elle un univers de possibilités. L'homme avec qui elle était mariée ne voyait plus qu'une routine confortable, un port d'attache. Il avait oublié la jeune femme passionnée qui rêvait un jour de déchiffrer d'anciennes cartes dans des archives poussiéreuses. Et pire encore, peut-être que Lucie aussi l'avait oublié. Mais l'image de cet hôtel à Lisbonne, si vive sur l'écran de l'ordinateur, était comme une fouille archéologique dans sa propre âme, exhumant une vérité dérangeante. Elle était devenue une note de bas de page dans la biographie de son propre mari. Et l'histoire principale, elle le comprenait maintenant, s'écrivait sans elle. Et quelle était l'histoire que Lucie rêvait d'écrire pour elle-même? Ce n'était pas une épopée de grandes conquêtes ou de richesses. Le désir le plus profond de Lucie était quelque chose de beaucoup plus silencieux, presque archéologique, la restauration d'une complicité. Elle aspirait à être, une fois de plus, la complice intellectuelle de l'homme qu'elle aimait, pas seulement l'administratrice efficace de sa vie. Elle se souvint avec une clarté douloureuse d'un samedi pluvieux, peut-être 15 ans plus tôt. Ils n'avaient pas d'argent pour sortir, et ils passèrent toute la journée sur le sol du salon, entourés de livres de la bibliothèque et de vieilles cartes, traçant les routes des grandes navigations portugaises. Lui, un architecte en début de carrière, elle, une doctorante pleine de feu. Il ne voyait pas l'histoire comme un tas de faits poussiéreux, il la voyait comme elle, une narration vivante sur le pouvoir, l'ambition et l'ingéniosité humaine. Ce jour-là, il la regardait avec une admiration qui était son soleil personnel, une chaleur qui lui faisait sentir que son esprit était l'endroit le plus spectaculaire du monde. Ce soleil, au fil des ans, s'était condensé en un unique point de lumière, un rêve tangible, un voyage au Portugal. Pour Julien, ce n'était qu'une destination touristique de plus en Europe. Pour Lucie, c'était un pèlerinage. C'était la chance de marcher dans les mêmes rues pavées que ses grands-parents avaient quittées à la recherche d'une nouvelle vie en France. C'était l'occasion de visiter les archives de Lisbonne, de toucher des documents séculaires, de sentir l'odeur du vieux papier et de l'encre. C'était la promesse vivante que l'historienne en elle n'était pas morte. Elle était simplement en dormance, attendant d'être réveillée. C'était la matérialisation de son doctorat abandonné. Mais chaque fois qu'elle proposait le voyage, la réponse de Julien était un nouveau clou dans le cercueil de ce rêve. Au début, c'était des reports doux. « L'année prochaine, mon amour, promis. Dès que je termine ce gros projet, on ira fêter ça là-bas, disait-il, et elle le croyait. Puis, les excuses sont devenues plus pragmatiques. Lucie, maintenant, avec les frais de scolarité des enfants, la rénovation de la maison, ce n'est pas le moment, il faut être responsable. Et enfin, ces dernières années, vint la condescendance, le coup de grâce. Ma chérie, soyons pratiques, c'est un hobby coûteux, ton obsession pour le Portugal. Un caprice, nous avons des priorités plus importantes, un caprice. Et maintenant, il y avait le nom Lisbonne qui brillait sur l'écran de l'ordinateur, en haut de la réservation d'un hôtel pour amants. Le mot la frappa avec la force d'un coup de poing. Il ne se contentait pas de trahir leur mariage, il volait son rêve pour l'offrir à une autre. Il avait pris le désir le plus intime et le plus sacré de Lucie, la seule chose qui lui appartenait exclusivement, et l'offrait à une étrangère, comme une bouteille de vin cher apportée à un dîner, un cadeau pour impressionner. La douleur qui la frappa était d'une nature différente, plus profonde. Ce n'était pas seulement la douleur aiguë de l'infidélité, mais la douleur sourde et corrosive de la profanation. Il savait,
Il savait ce que cette ville signifiait pour elle. Il ne l'avait pas seulement trompée, il l'avait invalidée, transformant son rêve le plus pur en décor pour sa sordide liaison. Cette nuit-là, en regardant l'écran qui se moquait d'elle, Lucie comprit qu'elle n'avait pas seulement perdu un mari, elle avait perdu le gardien de son histoire, pour découvrir qu'il en était, en fait, le plus grand et le plus cruel pilleur. Cette trahison, Lucie le comprendrait plus tard, n'était pas née d'une impulsion. C'était une construction, un projet architecturé en secret dont les fondations avaient été posées des mois auparavant par de petits signes, des fissures presque invisibles sur la façade de leur mariage. Des signes qu'elle, l'historienne entraînée à déchiffrer les schémas, avait activement choisi d'ignorer. Tout a commencé par la vanité. Julien, qui s'était toujours plaint des salles de sport comme étant des salles de torture pour égocentriques, en devint soudain un habitué. Il rentrait tard, les cheveux humides et une odeur de sauna, affichant une énergie qui ne semblait pas provenir d'une journée épuisante au bureau. De nouvelles chemises en lin, plus cintrées que celles qu'il portait habituellement, apparurent dans l'armoire. Et un parfum, un nouveau parfum, boisé et pénétrant, qui supplantait l'odeur de tabac et de lavande qu'elle lui associait. C'était l'odeur d'un étranger. Puis, il y eut le téléphone portable. L'appareil, autrefois un outil de travail qu'il laissait à l'entrée, devint une extension de sa main, une barrière invisible entre eux. Des sourires secrets à l'écran pendant le dîner, qu'il déguisait en blagues de travail. Il l'emmenait sous la douche, prétextant écouter des podcasts sur l'architecture. Les notifications qui arrivaient tard le soir étaient toujours suivies du même murmure pressé. « C'est l'équipe de design, ma chérie. On finalise un projet important. » Et puis, un nom a commencé à faire surface dans ses excuses, comme une mauvaise herbe. Sophie. Au début, c'était anodin. Sophie, de mon équipe, a eu une idée de génie pour la façade du nouveau bâtiment. Mais la fréquence et l'intensité ont changé. Il parlait d'elle avec une lueur dans les yeux, une admiration fébrile que Lucie n'avait pas vu diriger vers elle depuis des années. « Cette fille est un ouragan, elle ira loin », disait-il. Lucie ressentait une pointe d'inconfort, mais elle diagnostiquait cela comme de la fierté, pensant qu'il était simplement enthousiasmé par son nouveau talent. En même temps qu'il louait le génie de Sophie, il devenait plus critique envers Lucie, comme s'il avait besoin de la rabaisser pour justifier son admiration pour l'autre. « Cette robe n'est pas un peu démodée ?» a-t-il demandé un soir, alors qu'elle se préparait pour un événement d'entreprise. « Mon amour, peut-on, s'il te plaît, parler de quelque chose qui ne s'est pas passé il y a 200 ans ?» l'a-t-il interrompu, alors qu'elle commençait à raconter une découverte de ses lectures. Chaque commentaire était une petite coupure, minant sa confiance en elle. Et Lucie, dans sa loyauté, trouvait une explication à tout. C'est le stress du nouveau projet. Il veut juste se réinventer, se sentir jeune à nouveau. Je devrais le soutenir. C'est moi qui suis paranoïaque, peu sûr de moi. Elle s'accrochait à 20 ans d'histoire commune, comme une naufragée à une planche de bois, refusant de croire que la mer autour d'elle était infestée de requins. Elle voyait les pièces éparpillées sur le sol de sa vie. Le nouveau parfum, le téléphone protégé par un mot de passe, le nom Sophie résonnant dans leur conversation, la distance grandissante entre eux, mais elle refusait de les assembler, terrifiée par l'image qu'elle pourrait former. Elle décida une fois de plus de faire confiance à l'homme qu'elle aimait, faisant taire l'alarme qui sonnait de plus en plus fort dans son âme. C'était une erreur, un pari qu'elle paierait cher. Mais le pire était encore à venir, et le pire est arrivé. Pas avec un cri, une porte qui claque ou une confession chuchotée au cœur de la nuit. Le pire est venu sournoisement, sur son 31, un vendredi soir, sous la lumière d'un lustre en cristal que Lucie elle-même avait choisi. C'est arrivé au milieu de leur salle à manger. Le dîner était crucial. Julien courtisait un investisseur belge, Monsieur Dubois, pour son projet le plus ambitieux à ce jour, un complexe culturel qui promettait d'être son héritage. Lucie avait passé 2 jours à orchestrer chaque détail avec la précision d'un stratège militaire. Le menu, une fusion de cuisine lyonnaise et contemporaine, les vins accordés par un sommelier qu'elle avait secrètement consulté,
Les fleurs sur la table, des tulipes blanches, les préférés de la femme de l'investisseur, un détail que Lucie avait découvert dans un magazine d'affaires. Elle était le chef d'orchestre d'une symphonie silencieuse, et tout était parfait. L'atmosphère était d'une élégance contenue, les conversations coulèrent de source, et Julien était au sommet de son charme. La conversation, inévitablement, a tourné autour du projet. C'est alors que l'investisseur, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs, s'est penché en avant et a posé la question qui flottait dans l'air. « Monsieur, votre projet est impressionnant de modernité. Mais comment dialogue-t-il avec la riche histoire de cette ville ? Comment un bâtiment aussi avant-gardiste évite-t-il de devenir une cicatrice dans le tissu ancien de Lyon ? » Julien a donné une réponse polie et bien répétée sur les matériaux durables et les lignes qui reflétaient l'horizon. C'était une bonne réponse, mais générique. Lucie, sentant le pouls de la conversation, a vu une ouverture. Elle a vu l'opportunité non pas de se mettre en avant, mais de relier les deux mondes qu'elle habitait, le passé et le présent, l'histoire et l'architecture, son monde et le sien. D'une voix calme, elle est intervenue. C'est intéressant, parce que l'idée des cours intérieurs que Julien a conçues, créant des zones de répit et de silence au sein de la structure, fait directement écho à l'organisation des anciens cloîtres des monastères du XVIIIe siècle. C'est une façon de créer un refuge, une pause du monde extérieur, tout comme le faisaient les moines. C'est une réinterprétation moderne d'un besoin humain très ancien d'introspection. C'était un commentaire brillant, subtil, intelligent, qui non seulement répondait à la question de l'investisseur, mais élevait le projet de Julien de simplement moderne à profondément significatif. Monsieur Dubois a semblé sincèrement impressionné, ses yeux s'illuminant de cette nouvelle perspective. Julien s'est figé une milliseconde. Lucie a vu un éclair d'irritation brute dans ses yeux avant qu'il ne soit rapidement masqué par un sourire condescendant. Il a tendu le bras sur la table et a posé sa main sur la sienne. Le geste, pour les étrangers, aurait pu ressembler à de l'affection. Pour Lucie, c'était un bâillon. « Ah, Lucie, ma chérie !» a-t-il dit, la voix douce comme du velours, mais avec des fils d'acier en dessous. « Toujours avec tes fascinantes leçons d'histoire. » Il a laissé échapper un petit rire contenu, comme quelqu'un qui partage une blague interne et adorable. Puis, il s'est tourné vers l'investisseur, l'écartant complètement. « Mais peut-être devrions-nous laisser les sujets professionnels aux professionnels, n'est-ce pas ? Nous ne voudrions pas ennuyer nos invités avec des détails académiques. » Le silence qui a suivi était lourd et dense comme du velours mouillé. L'air s'est raréfié. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin de la bouche. Le son du vin versé à l'autre bout de la table a semblé un coup de tonnerre. C'est alors que les yeux de Lucie, dans une recherche désespérée de tout signe de solidarité, ont croisé ceux de Sophie, assise à côté d'un autre architecte de l'équipe. Lucie s'attendait à voir de la moquerie, une lueur de victoire, mais elle n'a rien vu de tel. Elle a vu un éclair de gêne, presque de la pitié. Sophie a rapidement détourné le regard, le visage rouge, comme si elle avait été surprise en train d'assister à une scène intime et honteuse. Lucie a senti le sang quitter son visage, mais des années d'entraînement en tant qu'hôtesse parfaite l'ont sauvée. Elle a forcé un sourire à retirer sa main de sous celle de Julien et a dit avec une légèreté qui lui a coûté chaque atome de sa force, « Bien sûr, mon chéri. Où avais-je la tête ? Encore un peu de vin, monsieur Dubois. » Elle a sauvé la soirée. La conversation a repris, étrangement animée, comme si tout le monde voulait combler le vide qui s'était formé. Mais alors qu'elle souriait et hochait la tête, sentant un goût de cendre dans la bouche, Lucie a senti quelque chose se briser en elle, définitivement. Il ne l'avait pas seulement désavouée. Il l'avait réduite à un hobby, une curiosité pittoresque, devant les personnes dont il convoitait le plus l'admiration. Il l'avait mise dans une boîte épouse intéressante et l'avait fermée devant tout le monde. À ce moment, dans sa propre maison, entourée d'un succès qu'elle avait aidé à construire, Lucie ne s'était jamais sentie aussi profondément seule et invisible. Lucie n'a pas attendu la fin de la conversation. Avec un murmure sur la vérification du dessert, elle s'est levée et s'est dirigée vers la cuisine, sentant des dizaines de regards dans son dos.
la porte de service s'est refermée derrière elle, et le son de la fête a changé. Le rire poli, le tintement des verres, la voix de baryton de Julien racontant une anecdote, tout est devenu un bruit lointain et étouffé, le son d'un monde auquel elle n'appartenait plus. Appuyée contre le comptoir de marbre froid de la cuisine, elle a pris une profonde inspiration, mais l'air n'est pas venu. C'était comme si l'humiliation avait créé un vide dans ses poumons. Elle était une exilée dans sa propre maison. La nourriture qu'elle avait planifiée, le vin qu'elle avait choisi, l'atmosphère qu'elle avait créée, tout continuait à fonctionner parfaitement sans elle, prouvant ce que Julien venait de lui dire en toutes lettres. Elle était un détail académique, superflu. Quelques minutes plus tard, elle a recomposé son visage en un masque de sérénité, a mis le fondant au chocolat dans l'assiette avec un coulis de framboises parfaitement dessiné, et est retournée dans la salle à manger. Elle a souri, a servi, a accepté les compliments sur le dessert divin. Elle a dit au revoir à chaque invité à la porte, serrant des mains et remerciant de leur présence, son sourire ne faiblissant jamais. À l'extérieur, elle était l'hôtesse exemplaire. À l'intérieur, elle était un champ de ruines. Quand la porte s'est refermée sur le dernier invité, le silence qui a rempli la maison n'était pas paisible. Il était lourd, dense, chargé de mots non dits. Julien est entré dans la cuisine, desserrant sa cravate. Lucie s'attendait avec une pointe d'espoir masochiste à des excuses, un geste de remords. Au lieu de cela, il s'est servi un verre de whisky, la glace crépitant dans le verre avec une violence contenue. « Tu es folle ou quoi ?» a-t-il dit, la voix basse et tranchante. « Tu as failli tout gâcher, Lucie. C'était quoi, ça ?» Lucie l'a regardé, une confusion sincère sur son visage. « Ça, quoi ? J'ai essayé de contribuer. » « T'as contribué » a-t-il ri, un son sec, sans humour. « Tu n'as pas à contribuer, tu dois soutenir. Il y a une différence. Tu m'as exposé. Tu m'as fait passer pour un idiot qui a besoin de sa femme pour expliquer son propre travail. Monsieur Dubois ne veut pas d'une conférence sur les monastères. Il veut savoir ce qu'il en est du béton et du retour sur investissement. Tu dois comprendre ta place dans ces moments-là. Ta place, c'est d'être élégante, de sourire, et de me laisser briller, pas d'essayer de rivaliser avec moi. Chaque mot était un coup. Rivaliser. Ils voyaient leur partenariat comme une compétition. Ils ne voyaient pas sa contribution comme un acte d'amour et d'intelligence, mais comme une menace. La femme, dont il disait autrefois que l'esprit était l'endroit le plus intéressant du monde, était maintenant sommée de se taire pour qu'il puisse briller. Elle n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Les mots sont morts dans sa gorge, étouffés par le poids de cette révélation. Elle est restée là, immobile, pendant qu'il finissait son whisky et montait les escaliers, la laissant seule, avec la vaisselle sale et les décombres de son amour-propre. Les jours qui ont suivi ont été un flou de silence et de tristesse. Lucie se déplaçait dans la maison comme un fantôme. Elle se surprenait à tout remettre en question. Son intelligence était-elle de la prétention ? Sa passion pour l'histoire n'était-elle qu'un passe-temps inutile ? Était-elle devenue une femme amère et pédante ? Ces mots résonnaient dans son esprit, déformant 20 ans d'identité. Dans un moment de désespoir, elle a essayé de s'excuser, acceptant la culpabilité juste pour briser la glace insupportable entre eux. « Je suis désolée pour le dîner », a-t-elle murmuré un matin. Il a juste hoché la tête, les yeux sur le journal, comme si le sujet ne méritait plus son attention. Il avait déjà gagné. C'est dans cet état de fragilité absolue, se sentant petite et sans valeur, qu'elle s'est assise, une semaine plus tard, pour exécuter la tâche automatique d'organiser les finances. Elle se sentait au fond d'un puits sombre, sans corde et sans lumière, croyant que c'était sa nouvelle maison. L'humiliation l'avait brisée, mais elle ne savait pas encore qu'en se brisant, elle avait créé une fissure. Une petite fissure par laquelle une nouvelle et dangereuse lumière pouvait entrer. Au fond du puits, parfois, il y a un changement de pression, un mouvement inattendu qui précède une éruption. Lucie ne le savait pas encore, mais cette humiliation n'était pas la fin de son histoire. C'était le catalyseur. Elle ne savait juste pas que quelqu'un était sur le point de tout changer. Avant de poursuivre cette histoire, je dois faire une pause.
et vous poser une question directement. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Complètement invisible aux yeux de la personne qui devrait vous voir mieux que quiconque. Cette douleur d'avoir sa voix et sa valeur diminuer petit à petit. Si cela vous est déjà arrivé, écrivez ici dans les commentaires. Je sais. Juste pour que je sache que vous êtes là avec moi et que vous comprenez la profondeur de ce que Lucie ressentait. Et donc, nous retournons à cette nuit pluvieuse, au relevé de cartes bancaires sur la table de la cuisine. La femme humiliée, l'épouse fantôme qui errait dans sa propre maison, avait maintenant entre les mains la première pièce d'un puzzle que, quelques jours plus tôt, elle aurait eu peur d'assembler. Mais la peur avait été cautérisée par l'humiliation. Ce qui restait, c'était une curiosité froide, le besoin d'une historienne de voir tous les faits avant de rendre un verdict. Un nom d'hôtel ne suffisait pas. Elle avait besoin de l'histoire complète. D'un pas silencieux qui ne trahissait pas la tempête dans sa poitrine, elle se rendit au bureau de Julien. L'espace était comme lui, minimaliste, impeccable, chaque objet à sa place. Un sanctuaire d'ordre et de contrôle. Au centre du bureau en acajou, sa tablette était posée, encore allumée. Une rare négligence, un acte d'arrogance de quelqu'un qui n'a rien à cacher parce qu'il croit que personne n'aura le courage de chercher. Le doigt de Lucie a plané une seconde au-dessus de l'écran sombre. C'était l'ultime frontière. La franchir signifiait qu'il n'y aurait plus de retour possible à l'ignorance confortable. Elle a touché l'écran. Pas de mot de passe. L'écran s'est allumé, révélant la boîte de réception de son email personnel. Et il était là, près du haut. Un email de la compagnie aérienne, avec pour objet « Confirmation de votre voyage à Lisbonne ». Son cœur martelait contre ses côtes, un bruit sourd dans le silence du bureau. Elle a ouvert l'email, et la vérité s'est déployée devant elle en lettres noires et implacables. Passager, Julien Moreau, Sophie Leduc, siège, 15A, fenêtre, 15B, milieu. Sophie, le nom qu'il prononçait avec tant d'admiration, la fille brillante. Elle était là, à côté de son nom, sur une réservation pour le paradis volé de Lucie. Elle a fait défiler l'écran vers le bas, le corps engourdi, et a vu plus, l'itinéraire qu'il avait prévu. Et un dernier couteau s'est planté dans son cœur, une réservation pour deux le vendredi soir, au club de Fado, l'un des restaurants les plus traditionnels et romantiques d'Alfama. Un endroit que Lucie avait encerclé dans un guide de voyage des années auparavant. Un endroit qu'elle lui avait montré avec des yeux brillants. Il avait regardé par-dessus ses lunettes et avait dit « Ça a l'air trop touristique, ma chérie. Quand on ira, on trouvera quelque chose de plus authentique. » Quelque chose s'est produit en Lucie à ce moment-là. La douleur, qui était une inondation chaude et chaotique, s'est soudainement figée. Elle est devenue de la glace. Une clarté cristalline, aiguë et dangereuse a envahi son esprit. Les larmes qu'elle sentait monter se sont simplement taries. Pleurer, c'était pour la femme qui avait été humiliée au dîner. Pleurer, c'était pour l'épouse qui acceptait les excuses. Cette femme n'existait plus. Ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas de la tristesse. C'était une fureur glaciale, une lucidité effrayante. Elle a regardé les noms, les sièges 15A et 15B. Elle aurait pu le réveiller, crier, jeter la tablette contre le mur, faire la scène qu'il attendait peut-être même. Mais cela semblait petit, insuffisant pour l'ampleur de cette trahison méticuleusement planifiée. Un scandale domestique serait oublié. L'historienne en elle a pris le contrôle. Elle n'était plus le personnage d'une tragédie. Elle était la chercheuse devant ses sources primaires. Et comme toute bonne chercheuse, elle savait que la meilleure façon de comprendre l'histoire n'était pas de lui crier dessus, mais d'intervenir, de changer son cours. Ses yeux se sont fixés sur les numéros de siège. 15A, 15B. Et à côté, sur le plan de cabine mentale qui s'est formé dans sa tête, il y avait un espace vide. 15C, le couloir. Un plan aussi fou que génial, aussi terrifiant que libérateur, a fleuri dans son esprit. Elle n'allait pas détruire leur paradis à distance. Elle allait s'y asseoir. Avec des doigts fermes, sans le moindre tremblement, elle a minimisé la fenêtre de l'email de Julien, a ouvert un nouveau navigateur et a tapé,
avec un calme surnaturel, le nom de la compagnie aérienne. Elle n'allait pas faire de scandale. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir détruite. Elle ferait quelque chose qu'il, dans toute son arrogante prévisibilité, ne pourrait jamais imaginer. Elle allait devenir la narratrice omnisciente de sa propre histoire, sur la scène qu'il avait lui-même montée. Acheter le billet a été la partie facile, un acte de rébellion numérique qui a duré moins de 5 minutes. La vraie performance, le véritable test de sa nouvelle et glaciale résolution, a commencé le lendemain matin et s'est étendu sur les 5 jours précédant le voyage. Lucie n'est pas seulement devenue une actrice, elle est devenue la meilleure actrice du monde dans le rôle de sa vie. L'épouse dévouée, elle se réveillait avant Julien, préparait son café exactement comme il l'aimait et discutait de son emploi du temps avec intérêt. N'oublie pas la réunion avec les investisseurs du Sud, mon chéri. Ils sont importants, disait-elle, tout en pensant. Souviens-toi bien de leurs visages, car tu ne les reverras peut-être plus après ça. La scène la plus surréaliste s'est produite le mercredi soir, alors qu'elle l'aidait à faire sa valise. Il tenait 2 manteaux, un en laine et un en cuir. « Qu'en penses-tu, pour Venise ?» a-t-il demandé, l'attestant. Lucie a pris celui en laine, a senti la douceur du tissu et a dit, de la voix la plus tendre qu'elle ait pu produire, « Prends celui-ci, mon amour. Les nuits sur les canaux de Venise peuvent être froides et humides. Je ne veux pas que tu attrapes un rhume. » Chaque mot était un mensonge parfaitement calibré, une brique qu'elle posait dans le mur qu'elle construisait autour de son cœur. Elle le regardait répéter son mensonge, et elle répétait le sien en retour. C'était un duo de tromperie. Le lendemain, pendant qu'il était au bureau, Lucie a exécuté la 2e partie de son plan. Avec un calme qui l'a surpris, elle a appelé la banque. « Bonjour, je voudrais faire opposition sur une carte supplémentaire, » a-t-elle dit à l'opératrice, la voix semblant inquiète. « Celle de mon mari, Julien Moreau. Il est tellement distrait par une importante conférence à Venise. J'ai peur qu'il l'ait perdue quelque part. » Elle a entendu la confirmation du blocage et a ressenti une bouffée de pouvoir, une sensation nouvelle et addictive. Elle était, pour la première fois depuis des années, en contrôle. Elle minait le terrain sous ses pieds et il ne s'en doutait même pas. Pendant ce temps, en secret, elle préparait sa propre valise. Ce n'était pas une valise de vengeance, remplie de vêtements sombres et tristes. C'était une valise de renaissance. Elle a sorti la robe en soie rouge qu'elle avait achetée sur un coup de tête et n'avait jamais eu le courage de porter. Une que Julien trouverait certainement trop voyante. Elle a choisi ses plus belles chaussures, les bijoux hérités de sa grand-mère qu'elle gardait pour les grandes occasions. Celle-ci, décida-t-elle, était la plus grande de toutes les occasions. Chaque vêtement qu'elle pliait était une promesse à elle-même. Elle n'irait pas à Lisbonne pour pleurer, elle irait pour être vue. La peur, bien sûr, la visitait dans les heures les plus silencieuses de la nuit. Une sueur froide parcourait sa colonne vertébrale alors qu'elle imaginait la scène dans l'avion, la confrontation, le scandale, la possibilité que tout tourne horriblement mal. Dans un moment de panique, elle a failli annuler le vol, failli redevenir la Lucie d'avant, celle qui préférait la paix de l'ignorance à la guerre de la vérité. Mais alors, elle se souvenait du sourire condescendant de Julien au dîner, du mot « caprice » qu'il avait utilisé pour décrire son rêve. Et la fureur glaciale revenait, plus forte que la peur, la poussant en avant. Le matin du départ, elle lui a servi un petit déjeuner spécial. Elle l'a embrassé à la porte, un baiser répété, sans vie. « Passe une excellente conférence, mon amour. Appelle-moi quand tu arrives à Venise, » a-t-elle dit en le regardant dans les yeux. Il a souri, le sourire d'un homme qui croit avoir trompé le monde, et est parti. Lucie a fermé la porte et pendant un long moment est restée immobile, écoutant le bruit du taxi qui s'éloignait. Le silence de la maison était absolu. Elle avait le scénario, le costume et le billet. La scène, un Boeing 767 à 10 000 mètres d'altitude, l'attendait. Et l'acte final, elle le savait, serait irrévocable, un point de non-retour dans sa propre chronologie. Mais la décision qu'elle prendrait dans les airs serait sans retour. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry bourdonnait de l'urgence anonyme de milliers de destinations.
Mais Lucie se déplaçait dans la foule avec un but singulier, une concentration qui la rendait immunisée au chaos. Elle était une chasseresse. À la porte d'embarquement, elle s'est assise loin, observant derrière une paire de lunettes de soleil qui faisait partie de son costume. Elle les a vus arriver ensemble, riant, partageant des écouteurs. Julien le bras possessivement autour de la taille de Sophie. Il ressemblait à un couple de publicité, jeune, beau, irritant de bonheur. Chacun de leurs rires était un grain de sel dans la plaie ouverte de Lucie, mais aussi une goutte de carburant dans son feu de détermination. Elle a attendu l'appel pour l'embarquement prioritaire, pour les familles avec enfants, pour les rangées du fond. Elle a attendu jusqu'au dernier appel, quand la porte était presque vide. C'est alors seulement qu'elle s'est levée, a marché avec un calme qu'elle ne ressentait pas et a tendu sa carte d'embarquement. La marche dans la passerelle d'accès à l'avion a semblé être un couloir vers une autre dimension, un passage sans retour. À chaque pas, elle se répétait « Tu n'es pas la victime, tu es la conséquence ». L'air à l'intérieur de l'avion était froid et recyclé. Lucie a pris une profonde inspiration, l'odeur de plastique et de désinfectant remplissant ses poumons. Et puis, elle a commencé sa lente marche dans l'allée centrale. Rangée 10, rangée 11. Le son de son cœur était un tambour de guerre étouffé dans ses oreilles. Rangée 12. Son regard était fixé droit devant, mais sa vision périphérique captait tout. Un passager rangeant sa valise, une hôtesse de l'air souriant, le bourdonnement constant de l'avion. Rangée 14. Et puis, elle les a vus. Ils étaient là, à la rangée 15, à sa droite, installés dans leur nid de trahison. Julien était au siège fenêtre, 15A. Sophie, au milieu, 15B. Il était penché sur elle, lui montrant quelque chose sur l'écran de son téléphone, le visage illuminé par un sourire de pure satisfaction. Lucie savait ce qu'il lui montrait, les photos de l'hôtel à Lisbonne, leur refuge romantique. Sophie riait d'un rire sincère et cristallin et lui a touché le visage avec une intimité qui a retourné l'estomac de Lucie. C'était une scène de bonheur parfait, un bonheur construit sur les ruines de sa vie. Un instant, la douleur a menacé de briser son armure, mais elle s'est souvenue du dîner, du sourire condescendant, du mot « caprice ». Et l'armure s'est reformée, plus forte et plus froide qu'avant. Elle s'est arrêtée, exactement à la hauteur de la rangée 15, et est juste restée là, debout, silencieuse. Julien a été le premier à la sentir. Une ombre dans sa vision périphérique peut-être, un changement dans l'atmosphère. Il a levé la tête lentement, le sourire toujours sur son visage. Et puis ses yeux ont rencontré les siens. Ce qui s'est passé sur le visage de Julien dans les 3 secondes qui ont suivi a été un chef-d'œuvre de désintégration humaine. D'abord, la confusion. Un froncement de sourcils, comme si son cerveau ne pouvait pas traiter cette image. Lucie, là, puis le déni. Un clignement rapide des yeux, espérant que le mirage se dissiperait. Quand il ne s'est pas dissipé, est venu le choc. Un choc blanc, qui a drainé tout le sang de son visage, le laissant pâle et flasque. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Et, enfin, la panique pure et abjecte, le regard d'un animal acculé qui réalise qu'il n'y a pas d'issue. Sophie, sentant le changement brutal de température émotionnelle, a cessé de rire. Elle a regardé le visage terrifié de Julien puis a suivi son regard, se tournant vers la femme debout dans l'allée. L'expression de Sophie était de pure perplexité, le front plissé dans un « Qui est-ce » Lucie a complètement ignoré Julien. Il n'était pas son public. Avec le calme d'une déesse de la vengeance, elle a concentré son regard sur Sophie. Elle a sorti sa carte d'embarquement de son sac, la tenant entre ses doigts, comme s'il s'agissait d'un décret royal. Et puis, d'une voix claire, polie et terriblement neutre, elle a prononcé les mots qu'elle avait répétés 1000 fois dans son esprit. « Excusez-moi », Sophie l'a regardé, sans comprendre. Lucie a tendu la carte d'embarquement pour que Sophie puisse lire le numéro de siège. « Je crois que c'est ma place. Le 15C », le monde a semblé s'arrêter de tourner. Le bourdonnement de l'avion, les conversations alentour,
tout a disparu. Sophie a regardé de la carte d'embarquement au visage de Lucie, puis au visage fantomatique de Julien, et une terrible compréhension a commencé à poindre dans ses yeux. Julien était pétrifié, une statue de panique. Sans attendre de réponse, Lucie a fait signe de la tête à Sophie de se lever. Étourdie, la jeune femme s'est levée et s'est mise dans l'allée, permettant à Lucie de passer. Lucie s'est installée au siège 15C, le siège du couloir. Elle n'a pas regardé Julien, n'a pas regardé Sophie. Avec des mouvements méthodiques, elle a rangé son sac à main, a bouclé sa ceinture de sécurité et, dans l'acte final de sa prise de pouvoir, a sorti de son sac le livre qu'elle avait choisi pour le voyage. Le titre sur la couverture était sans équivoque « Une brève histoire du Portugal ». Elle l'a ouvert à la page marquée et a commencé à lire, ou à faire semblant de lire, créant une île de calme et de contrôle au milieu de l'ouragan nucléaire qu'elle venait de déclencher. Le monde, à cet instant, n'était pas la planète tournant dans l'espace. C'était un microcosme de 3 sièges, en classe économique, suspendu à 10 000 mètres d'altitude, où le temps s'était arrêté. Sophie se tenait dans l'allée, pâle. Julien était figé sur son siège, un masque de terreur. Et Lucie, l'architecte du chaos, tournait les pages de son livre, une par une, avec un calme effrayant. C'est une hôtesse de l'air qui a rompu le charme. Avec un sourire professionnel, elle s'est adressée à Sophie. « Mademoiselle, s'il vous plaît, je vais vous demander de regagner votre siège. Nous nous préparons pour le décollage. » Les mots ont forcé le mouvement. Sophie, comme une automate, est retournée au siège 15B, se faufilant entre la femme qui était l'épouse de son amant et l'homme qui, elle commençait maintenant à le comprendre, n'était rien de ce qu'il paraissait. La proximité physique était insupportable, l'air lourd de l'odeur de parfum, de mensonges et de panique. Dès que l'avion a commencé à rouler, le barrage a commencé, en chuchotant pour ne pas alerter les passagers environnants, mais chaque mot était un missile. « Qui est-ce, Julien ?» a sifflé Sophie, le visage à quelques centimètres du sien. Julien se contentait de secouer la tête, incapable de formuler une phrase. « Sophie, s'il te plaît, pas ici. »« Pas ici ? Où voulais-tu avoir cette conversation ? À Lisbonne, dans le lit de l'hôtel que tu as réservé pour notre lune de miel secrète ?» Sa voix tremblait de fureur. « C'est ta femme, n'est-ce pas ?» Lucie, sans quitter son livre des yeux, a tourné une page avec un léger claquement, un son qui a semblé un coup de feu dans le silence tendu. « Nous étions sur le point de nous séparer, » a balbutié Julien, une excuse pathétique qui sonnait faux même pour lui. « Nous séparer ?» a ri Sophie d'un rire dangereux et sans joie. « Tu m'as dit que tu étais déjà divorcé, que ce n'était qu'une question de signer les papiers, que vous ne dormiez plus dans la même chambre depuis des années. » C'est alors que Lucie est intervenue. Sans détourner le regard de la page, comme si elle lisait une note de bas de page intéressante, elle a commenté en l'air. « C'est curieux, il a pas mal ronflé cette nuit, dans notre lit. Ça devait être le stress du voyage. » Sophie s'est tournée vers Lucie, les yeux écarquillés. L'information l'a frappée comme un coup de poing. Elle s'est retournée vers Julien, la fureur maintenant mêlée à un dégoût nauséeux. « Tu as couché avec elle hier soir ?» Julien a regardé Lucie, les yeux suppliant le silence, la pitié. « Lucie, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? C'est ça ?» Finalement, Lucie a baissé son livre. Elle l'a fermé lentement, marquant la page, et s'est tournée pour faire face à son mari. Son visage n'exprimait ni colère ni douleur, juste un intérêt clinique, celui d'une scientifique observant un spécimen au microscope. « Non, Julien, je ne veux pas d'argent. Je veux comprendre ta méthodologie, » a-t-elle dit, la voix calme et tranchante. « Quand tu as décrit notre mariage à Sophie, tu as utilisé la version où je suis émotionnellement instable et dépressive, où c'était la narration que tu as créée pour ta mère quand elle t'a demandé pourquoi tu étais si distant. Je m'embrouille avec tes versions. » La mâchoire de Sophie est tombée. « Il a dit à ta mère que j'étais instable ?» a-t-elle demandé à Lucie, la colère laissant place à une alliance de choc. « Entre autres choses », a répondu Lucie, toujours en regardant Julien. « Mais je parie qu'à toi,
Elle s'est maintenant adressée à Sophie avec une politesse formelle. Il s'est décrit comme un mari incompris, piégé dans un mariage sans passion avec une femme frigide et sans intérêt qui n'appréciait pas son génie. J'ai raison ? Sophie est restée silencieuse, le visage un mélange d'horreur et de reconnaissance. C'était comme si Lucie avait lu le scénario exact que Julien avait utilisé pour la séduire pendant des mois. Les deux femmes se sont regardées par-dessus l'homme qui se recroquevillait entre elles, et pour la première fois, elles ne se sont pas vues comme des rivales. Elles se sont vues comme les victimes du même escroc. Julien a tenté une dernière fois. « Je t'aime », a-t-il murmuré à Sophie, un acte de désespoir si transparent qu'il en était triste. Lucie a ri, d'un rire sincère, mais sans chaleur. « Laquelle, Julien ? Il faut être plus précis. Apparemment, tu as la mauvaise habitude de dire ça à la femme qui est assise à côté de toi. » À ce moment, l'avion a décollé, pressant tout le monde contre leur siège. L'ascension de l'appareil a semblé refléter l'ascension de Lucie et la chute vertigineuse de Julien. Alors que la ville s'éloignait, son monde se désintégrait dans cette petite rangée. Il était piégé pendant 8 longues heures dans un tribunal aérien auquel il ne pouvait échapper, avec sa juge d'un côté et son principal témoin à charge de l'autre. Le silence qui s'est installé ensuite a été sa sentence. Un silence lourd, brisé seulement par le bourdonnement des moteurs, le son de l'enfer personnel qu'il avait lui-même créé. Les heures suivantes dans l'avion se sont écoulées dans une réalité étrange et suspendue. Julien, coincé entre les deux, a fait semblant de dormir, une fuite lâche en lui-même, laissant un vide de silence. C'est dans ce vide que quelque chose d'inattendu a commencé à germer. Après presque 1 heure, c'est Sophie qui a rompu le silence, non pas avec fureur, mais avec une voix basse et épuisée, presque un murmure. « Depuis combien de temps, tu savais ?» a-t-elle demandé à Lucie, sans la regarder directement. Lucie a marqué la page de son livre et l'a posée sur ses genoux. Elle a regardé la jeune femme à côté d'elle et a vu, peut-être pour la première fois, non pas la maîtresse de son mari, mais une femme trompée. Pour l'hôtel à Lisbonne depuis 1 semaine, pour les autres signes depuis des mois, pour la vérité derrière tout ça, peut-être seulement depuis 1 heure. La conversation qui a suivi a été hésitante au début. 2 nations ennemies négociant un traité de paix en territoire neutre. Elles n'ont pas parlé de sentiments, elles ont parlé de faits. Comme des détectives comparant leurs notes, elles ont reconstruit le château de mensonges de Julien. Lucie a appris que, pour Sophie, elle était une épouse froide et distante, qui vivait une vie séparée. Sophie a appris que, pour Lucie, elle était une collègue de travail que Julien admirait professionnellement. Chacune avait reçu une narration sur mesure, conçue pour les maintenir à leurs places respectives, sans jamais se rencontrer. Et en parlant, Lucie a eu sa grande épiphanie. La colère qu'elle ressentait pour Sophie, cette rage qui l'avait nourrie pendant des jours, s'est simplement dissipée. Elle a regardé cette jeune femme, ambitieuse, qui avait fait l'erreur de croire un homme charmant et manipulateur, et elle n'a pas pu la haïr. Au lieu de cela, elle a ressenti une vague d'empathie et une colère encore plus pure et concentrée envers Julien, et, à sa surprise, envers elle-même. La colère contre elle-même, pour avoir permis que sa voix devienne si basse qu'elle en était inaudible. La colère d'avoir accepté des miettes d'attention comme si c'était un festin. La colère d'avoir passé des années à s'éditer pour entrer dans sa vie, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien du manuscrit original. Elle a compris, dans cette conversation chuchotée au-dessus de l'océan Atlantique, que le but de son voyage s'était transformé. Le plan initial, né de la douleur et de la fureur, concernait la vengeance. Il s'agissait d'exposer Julien, de l'humilier, de lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'il lui avait causée. Mais maintenant, en le voyant là, pathétique dans son sommeil fin, la vengeance semblait un lot de consolation, petit et sans éclat. La vraie leçon, la vraie liberté, n'était pas de le détruire. C'était de réaliser que son opinion n'avait plus d'importance. La validation qu'elle avait cherchée pendant 20 ans, l'admiration qui était son soleil personnel, était devenue une ampoule faible et jaunie, et elle n'en avait plus besoin pour voir. La liberté, ce n'était pas la panique sur son visage, c'était le calme dans son propre cœur.
La victoire, ce n'était pas de le voir vaincu. C'était cette conversation inattendue et honnête avec Sophie. Lucie n'avait pas voyagé à Lisbonne pour affronter son mari. Elle a réalisé qu'elle avait voyagé pour dire adieu à la femme qu'elle avait été si longtemps, la femme qui avait besoin de son approbation pour exister. Et cet adieu, silencieux et profond, était le divorce le plus important de tous. L'atterrissage à Lisbonne a été doux, une contradiction avec la turbulence émotionnelle des 8 dernières heures. Dès que les portes de l'avion se sont ouvertes, Julien s'est déplacé à la vitesse d'un fugitif. Il n'a pas regardé en arrière, n'a pas dit un mot. Au milieu du hall de l'aéroport, alors que Lucie et Sophie attendaient leur bagage, il a juste marmonné un « je dois régler ça » et a disparu dans la foule, se précipitant vers la zone des départs pour le premier vol de retour en France. Il a abandonné Sophie là, au milieu d'un pays étranger, avec une valise pleine de vêtements pour une lune de miel qui n'aurait jamais lieu. La Lucie d'il y a une semaine aurait peut-être ressenti une pointe de satisfaction cruelle. Mais la femme qui se tenait là, respirant l'air de Lisbonne, n'a ressenti que de la pitié. Elle s'est approchée de Sophie, qui regardait dans le vide, perdue. « Il ne vaut pas une seule de tes larmes », a dit Lucie, la voix ferme. « J'ai réservé un hôtel pour 3 nuits. La chambre est grande, viens avec moi. » Et c'est ainsi que le voyage de la trahison s'est transformé en un voyage de guérison. Ensemble, elles ont exploré Lisbonne. Lucie, avec ses connaissances, est devenue le guide, montrant à Sophie les cloîtres du monastère des Hiéronymites, expliquant l'histoire derrière les azulejos et les rues pavées. Elles sont allées au club de fado, à la table même que Julien avait réservée, et au lieu d'un toast romantique, elles ont levé leurs verres à de nouveaux départs. Elles ont ri, ont parlé, et en 3 jours, ont construit une amitié improbable, forgée dans le feu de la même déception. 1 an et demi s'est écoulé. Lucie a finalisé le divorce plus vite que quiconque ne s'y attendait. Elle n'a pas seulement repris son doctorat, elle l'a terminé avec mention, sa thèse sur l'influence de l'architecture coloniale étant publiée, et puis elle a fait ses valises pour de bon. Aujourd'hui, elle vit à Lisbonne et possède une petite agence de voyage prospère appelée Racine, spécialisée dans les itinéraires historiques et culturels pour les femmes qui voyagent seules. Elle n'a pas seulement réalisé son rêve, elle est devenue le rêve. Sophie a démissionné de l'entreprise de Julien la semaine de son retour. Avec son talent et une nouvelle et féroce détermination, elle a ouvert sa propre agence de design d'intérieur. Elle s'est fait connaître pour son éthique et sa créativité, et son entreprise prospère. Elle et Lucie se parlent en vidéo chaque semaine, une amitié que personne n'aurait pu prévoir. Quant à Julien, il n'y a pas eu d'effondrement dramatique. Il y a eu une lente et silencieuse érosion. L'histoire de l'incident de Lisbonne a fuité dans les cercles professionnels, non pas comme un ragot, mais comme un avertissement sur son caractère. Les clients sont devenus méfiants, les partenaires se sont éloignés. Son brio a été éclipsé par son instabilité. Il n'a pas fait faillite, mais il est devenu plus petit, une figure isolée dans son bureau minimaliste, un roi dans un royaume vide, exactement comme il le méritait. Au final, la plus grande vengeance de Lucie a été de réaliser que son bonheur ne dépendait pas de la chute de Julien, mais de sa propre ascension. Si ce parcours de dépassement et d'amitié inattendue vous a ému d'une manière ou d'une autre, laissez un like pour que je sache que ce message a résonné en vous. Et dites-moi ici dans les commentaires de quelle ville de France ou du monde vous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Si vous croyez que chaque femme mérite d'être la protagoniste de sa propre histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. J'ai beaucoup d'autres parcours comme celui-ci à partager. Merci de votre compagnie jusqu'ici. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo.